Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne qui va inaugurer un concept qui va durer sur le temps et qui va être peaufinable puisque cette vidéo je la lance un petit peu en mode expérimental. Je n'ai absolument aucune idée de comment elle va se terminer. J'ai quelques pistes, mais je ne sais pas encore s'il y a beaucoup de montage ou quoi que ce soit. Donc encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce format, ce que je peux améliorer, ce que vous préférez, etc. Puisque en fait, l'idée de base, c'était, je voulais vous proposer mon opinion sur comment débuter une collection de comics. Par quelle œuvre commencer une collection de comics et enfin uniquement centrée sur DC puisque je ne lis pas de Marvel. J'en ai lu quelques-uns dans ma jeunesse, dans mon adolescence, mais ça s'est arrêté pour que je me concentre uniquement sur DC. Donc j'avais l'idée voilà de partir sur, enfin de proposer à un nouveau lecteur qui pourrait être intéressé par les comics et par DC Comics 10 œuvres références pour commencer. Ensuite ça s'étalerait plus, mais j'en ai déjà répertorié 10. Je suis à la recherche d'autres, mais ça va arriver. Pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur 10. Et donc, je voulais vous proposer ça et dire ce que j'en pense. Et donc, commencer tout de suite par l'œuvre qui est, à mon avis, la plus emblématique du catalogue DC. Je parle bien sûr de Batman The King Joke, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Qui est, voilà, selon moi, qui est l'œuvre emblématique des deux personnages de Batman, et plus que ces deux personnages-là, je pense que c'est peut-être l'œuvre qui aujourd'hui définit le mieux les comics. En tout cas, l'idée que moi personnellement je m'en fais, et je pense que beaucoup de personnes se font des comics aujourd'hui. Donc voilà, je vais y revenir vite fait. Mais avant toute chose, je vais vite fait. Faut que j'arrête de dire vite fait. Je vais faire un petit récap de cette histoire parce que j'ai trouvé quelques infos qui étaient assez intéressantes. Il y en a certaines enfin il y en a beaucoup que je savais déjà, mais qui m'étaient sortis de la tête parce que j'avoue que j'ai eu une période où je lisais pas beaucoup de comics parce que j'étais un peu désenchanté de la lecture et un peu comment je pourrais dire ça, un peu insatisfait de la qualité des comics et de leur éternelle indécision. Donc voilà, j'ai récolté quelques petites infos pour mettre un peu de contexte sur cette œuvre qui a été publiée en 1988 aux États-Unis, 1989 en France, rééditée en 2009. Je reviendrai juste dans un instant sur la réédition. Donc c'est écrit et scénarisé par Alan Moore, c'est un one-shot. Alors, j'ai pas réussi à savoir si les one-shots à l'époque faisaient partie de la continuité de DC ou s'ils étaient à part. De ce que je comprends, ils faisaient partie de la continuité d'essai, puisqu'il y a des éléments dont je vais parler qui font partie intégrante du récit, mais si c'était un one-shot et qu'ils ne faisaient donc pas partie de la continuité d'essai, ils auraient rien à foutre dans la continuité d'essai, sauf qu'ils y ont terminé, donc c'est que il y a une continuité de ce point de vue-là. Donc de ce que je comprends, de ce que j'assume en tout cas, c'est que ce one-shot était fait pour intégrer la continuité d'essai depuis le départ. Ce qui est assez bizarre pour un one-shot, mais bon, pourquoi pas, c'était peut-être les principes de l'époque. Les principes éditoriaux de l'époque. Donc les dessins et couleurs ont été réalisés par Brian Bolland. Je sais pas si je le prononce bien, mais je vais prononcer Bolland pour les besoins de cette vidéo. Désolé si c'est pas la bonne prononciation. Avec c'est lui je dis couleur parce que c'est lui qui s'est occupé de la couleur qui avait été de base fait par John Higgins. Brian Bolland n'était pas du tout satisfait du travail qui a été fait sur la couleur, même si dans la préface qui je vous ai montré là, dans ce livre, qui fait partie d'une collection, la collection, je sais plus laquelle c'était, DC Comics le meilleur des super-héros, mais je sais plus quelle maison d'édition avait fait ça, quelle maison de collection avait fait ça. Mais donc dans la préface de ce livre, non, dans la postface, pardon, plus, de ce livre, il remercie donc John Higgins, mais il dit j'étais pas du tout satisfait de ce travail-là, mais je le remercie pour ce qu'il a fait, mais en gros j'étais pas content, et donc c'est Brian Bolland qui s'est lui-même occupé des couleurs sur la réédition 2009, et c'est notamment lui, je crois, qui a accentué le travail sur le rouge lors des flashbacks du récit. Ce qui est un choix qui est tout à fait pertinent selon moi. Ce que j'avais trouvé assez intéressant, c'est que c'est une œuvre qui a été initiée par le dessinateur. C'est rare, je trouve, dans les comics et dans les comics surtout à l'heure actuelle. C'est énormément
un média qui est un petit peu vampirisé par les scénaristes. On parle quasiment que des scénaristes. Si vous vous intéressez un peu aux comics, la première chose dont on va parler, c'est de l'auteur, c'est du scénariste. On va rarement parler des dessins et rarement parler des dessinateurs. Et si on en parle, c'est pour dire oh ils sont jolis ou des choses comme ça. On parle jamais du dessinateur comme partie intégrante de l'histoire, comme si c'était toujours le mec qui était un petit peu rajouté au projet qui n'en faisait pas partie. Là, c'est vraiment Brian Bolland qui était à l'œuvre de tout ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que justement, c'est ce côté. Voilà, j'ai eu peur, mon écran qui a figé. Ce côté vampiré, média vampirisé, cannibalisé même dans un certain sens par les scénaristes, est tel que il y avait littéralement quasiment un mythe sur cette œuvre The King Joke, où comme quoi c'était Alan Moore, donc le scénariste, qui aurait demandé à faire cette œuvre, alors que non, c'est bien le dessinateur qui, lui, par contre, son plan c'était vraiment de vouloir faire un one shot sur Batman, mais son plan c'était d'y intégrer tout de suite Alan Moore. Il voulait que l'histoire qu'il allait faire, le récit qu'il allait faire, il avait prévu d'ailleurs, il voulait que ce soit donc une histoire inspirée de The Man Behind the Redwood, qui avait été publiée en 1958. Il voulait que cette histoire soit scénarisée par Alan Moore. C'était vraiment son seul choix en fait. C'était vraiment son seul désir. Alan Moore, pour remettre un peu en contexte, donc c'était le scénariste, je pense phare, oui, on peut dire même phare à l'époque chez DC. Il sortait de run sur Watchmen et Something, donc il était, à défaut d'être le meilleur parce que c'est toujours subjectif, mais il était au moins l'un des plus réputés, si ce n'est le plus réputé des scénaristes. Donc c'est toujours marrant de voir qu'il a réussi, enfin que Brian Bolland l'a quand même débauché pour faire un one shot. Je crois que l'histoire, il me semble que ça fait je sais pas si ça fait plus de 100 pages en réalité. Mais elle est vraiment très rapide à lire et c'est toujours marrant de voir qu'un scénariste comme ça peut se plier à un one shot. Mais après tout, c'est peut-être là où on est le plus, en tant que scénariste, on est le plus à l'aise, ou en tout cas ouais, le plus créatif tout simplement. Je ne peux pas finir cette introduction sans parler du cas de Barbara Gordon, donc le cas Batgirl. J'y reviendrai dans la troisième partie de la vidéo un peu plus en détail parce que c'est un sujet sur lequel Brian Bolland et Alan Moore sont au final d'accord sur ce qui est advenu, puisque dans l'histoire, spoiler, mais je pense que maintenant c'est assez connu, le Joker paralyse Barbara Gordon, donc il la met en fauteuil roulant en lui tirant dessus et en lui brisant la colonne vertébrale. Alan Moore a dit à propos de cette décision qu'il en avait parlé donc au responsable éditorial de l'époque qui s'appelait Lane Vine ou Vine, je sais pas, je saurais pas comment dire, c'est W-E-I-N. Encore une fois, j'ai eu un freeze d'écran. Donc il lui en a parlé et Alan Moore lui a dit voilà, je pense faire ça avec Barbara Gordon, qu'est-ce que t'en penses? Et le responsable éditorial a dit ouais, vas-y, mets cette conne en fauteuil roulant. Je crois que c'est même ouais, d'accord, mets cette conne en fauteuil, voilà, pour dire voilà la considération que les personnages, enfin oui, les personnages de comment je pourrais dire ça, éditoriaux chez DC avaient à l'époque pour les personnages féminins, ce qui est d'ailleurs peut-être encore le cas malheureusement aujourd'hui. Et c'est une décision d'ailleurs que Alan Moore a regretté et il est revenu dessus par la suite parce que autant le dire tout de suite, Alan Moore n'est pas satisfait du travail qu'il a fait sur The King Joke, en tout cas pas totalement. Il trouve qu'il raconte pas une histoire justement, enfin, il trouve que c'est une histoire assez banale, qui raconte une histoire assez lambda et qu'elle ne raconte rien sur le genre humain, ce qui lui l'intéresse. Je me permettrais pardon d'être assez d'être plutôt en désaccord avec son interprétation, mais j'y reviendrai un peu plus tard encore une fois. Mais voilà, Alan Moore a regretté ce choix-là. Il a dit que avec le recul, on aurait probablement le responsable éditorial aurait dû l'arrêter, aurait dû lui dire non, ça c'est pas une bonne solution et tu fais pas ça. Et d'ailleurs, Brian Bolland, également dans la postface, dit on aurait dû nous arrêter là-dessus. En tout cas, on aurait dû arrêter Alan Moore là-dessus. Parce que c'était pas le bon choix. Voilà pour cette mise en contexte qui a duré quasiment 10 minutes. Super. Je pensais que ça serait plus rapide. Le récit va être plus rapide parce que si je vais pas vous raconter l'ensemble du récit, je vais juste vous résumer très rapidement sur de quoi ça parle. Le Joker s'est évadé, mon dieu, de l'asile d'Arkham. Il s'est évadé dans le plan de rendre fou
le commissaire Gordon, pour prouver à Batman qu'il suffit juste d'une mauvaise journée pour que même le meilleur des hommes puisse devenir le plus gros des enfoirés. Et c'est de par son point de vue, de par cette proposition plutôt, qu'on a donc des flashbacks sur le Joker où on voit son origin story, qui fait que en fait c'était un futur père de famille raté dans le sens, enfin pas raté, plus lambda dans le sens ouvrier, qui était voilà ouvrier de, je crois que je sais plus s'il était contremaître ou je crois que c'est quelque chose comme ça où parce qu'on sait qu'il travaillait à un moment comme, j'ai l'impression qu'il travaillait comme contremaître dans l'usine de création de cartes à jouer, donc Ace Chemicals, qui le fait transformer justement parce qu'il plonge dans la cuve de cette usine. Donc je crois qu'il était contremaître, en fait il avait des grandes ambitions, il voulait devenir comics, mais c'était enfin comics, il voulait devenir comique ou en tout cas comédien, humoriste plutôt, voilà. Et il était très mauvais de ce point de vue-là. Et donc pour nourrir sa famille et son futur bébé, il fait le choix de s'allier à la mafia. Mafia ou un gang, plutôt un gang, on va dire ça comme ça, excusez-moi. Plutôt un gang, le gang des Redwood, qui donc du coup veut braquer cette usine-là. Et il y a donc cet accident parce que Batman les poursuit, enfin les surprend, enfin surtout les informations que donne le futur Joker ne sont pas bons, ou en tout cas sont périmées, on va dire ça comme ça. Et du coup, ils sont surpris par un garde, et après, il y a Batman qui arrive, et ainsi de suite. Ça fait que le futur Joker tombe dans le truc chimique, et c'est de là d'où vient sa transformation. Et donc, dans le présent, le Joker veut rendre fou le commissaire Gordon en s'en prenant d'abord à sa fille, puis en lui montrant les images de ce qu'il a fait à sa fille. Donc c'est un passage, faut même si vous voulez, je vais dire ça comme ça, si vous voulez débuter votre collection de comics, c'est une collection que vous pouvez débuter à partir de 15-16 ans, je dirais. Mettez pas cette œuvre entre les mains d'enfants, parce que le traitement implicite qui est fait, la torture implicite qui est fait à James Gordon, et même l'humiliation publique qui est fait à James Gordon et à Barbara Gordon sont dérangeantes encore à l'actuel. C'est-à-dire que moi, pour avoir relu du coup pour les besoins de cette vidéo la BD, je me suis dit, ouais, ça va loin quand même, hein. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est très implicite, ce qui est pas forcément mieux d'ailleurs, pour être tout à fait franc, parce que ça laisse la place malheureusement à l'imagination. Et avec les dérives actuelles qu'on a sur Internet, enfin sur pas mal de choses, on se dit que ouais, du coup on peut pas s'empêcher d'imaginer le pire en fait de ce qui a pu se passer pour ces personnages-là. Donc juste pour finir sur le récit, pourquoi je le considère comme important et essentiel et parfait pour débuter, c'est qu'en fait il se lit très rapidement. Je pense qu'en une demi-heure vous le lisez. Peut-être même un peu moins, peut-être un peu plus si vous voulez profiter des dessins, etc. Mais voilà, en une demi-heure en moyenne, vous allez lire. Et surtout, ce qui est vraiment agréable, c'est que pourquoi je le considère comme parfait pour débuter, c'est que vous pouvez commencer l'œuvre, enfin votre collection par cette œuvre-là, puisque une fois que vous aurez fait, je dirais, un premier tour, un premier cycle de collection, vous aurez, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de comics lus ou des choses comme ça, et que vous reviendrez sur cette histoire, il y aura une sorte de degré de relecture, vous direz, ah ouais, mais du coup en fait, ah ouais, du coup donc c'est de là que ça vient. Ah, ça, c'est à telle époque il y avait ça vient de là, ça vient de là. Et c'est vraiment très intéressant de voir que au fur et à mesure que notre richesse en termes de comment je pourrais dire ça, de connaissances sur l'univers DC grandit, cette œuvre on peut la relire et la réinterpréter de différentes façons. Et ça, c'est toujours le bienvenu. Maintenant, on va passer aux conséquences de ce livre, et c'est là où il y a le plus de choses à dire. Il y a clairement un avant et un après Killing Joke. Déjà, je pense que cette œuvre a réalisé l'impensable. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je suis pas sûr qu'un scénariste puisse se dire, je vais mettre une origin story à Joker. Et pourtant, ils l'ont fait, et c'est très bien réussi. Ça peut être un petit peu tiré par les cheveux de se dire que c'est une personne lambda qui devient le Joker, mais justement, c'est peut-être même pas forcément tant tiré par les cheveux que ça, puisque c'est logique. Et c'est là où je suis pas forcément d'accord avec la vision que Alan Moore a de sa
propre œuvre, je pense qu'elle dit au contraire beaucoup de choses sur l'humain. Et je pense qu'elle est encore une fois très actuelle aujourd'hui. Notamment tout le discours qu'a Joker sur la folie et sur le fait qu'il est un peu le rejeté de la société et que la société a besoin qu'il soit rejeté parce que sinon elle aurait un miroir sur elle-même. Je pense que ça dit au contraire beaucoup de choses sur la société. Je pense que c'est vraiment très juste. Et c'est une œuvre qui a réussi à être intemporelle. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on est pas loin d'être 40 ans plus tard depuis la sortie de cette œuvre. Et je pense qu'elle est encore très moderne. Euh, Elle est vraiment temporelle en fait. Quand vous la voyez à part la Batmobile, vous avez pas l'impression que c'est une œuvre qui a 40 ans, vraiment. Euh, Peut-être que la réédition a joué là-dessus, sans doute d'ailleurs. Mais avec le travail sur les couleurs, etc. Parce que ça fait vraiment le travail sur la couleur, j'aurais dû peut-être en parler un peu plus tôt. Ça fait vraiment le côté très comics. C'est-à-dire que si vous avez. En fait, l'idée que vous faire d'un comics, d'une BD américaine, je pense que le- l'archétype voilà, d'une BD américaine, d'un comics, c'est les planches de King Joke, c'est ces jeux sur la couleur, c'est ces découpements, enfin ces cases qui sont découpées, etc. C'est typique, enfin c'est vraiment l'exemple typique des comics. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que c'est encore une fois parfait pour commencer une collection, selon moi. Euh, voilà, donc cette œuvre répond, donc, comme je l'ai dit, à la question que personne se posait, mais au final tout le monde se l'a posé. Qui était le Joker avant? Sachant qu'à l'époque, je sais pas si beaucoup de personnes se la posaient à cette question. Il faut savoir, dans les années 80, je crois que si je me trompe pas, c'est également dans les années 80 qu'on a eu Death in the Family, pardon. Of the Family, c'est beaucoup plus tard. Euh, et je crois que c'est Death in the Family, il me semble que c'est au milieu des années 80, donc en fait le Joker à ce moment-là commence à vraiment prendre une énorme part dans le, euh, dans l'univers de Batman et prend une grosse part, surtout par rapport à ce qu'il inflige en fait à Batman, aux défaites qu'il inflige à Batman et aux conséquences que ses actions ont pour Batman dans le futur, puisque je vais y revenir tout de suite. Donc le personnage de Barbara Gordon qui est... comment je pourrais dire ça? Qui est un petit peu je vais dire ça comme ça. The King Joke a un héritage positif sur beaucoup d'aspects surtout sur le personnage de Joker. Ça lui donne une histoire, du coup, ça lui donne une profondeur, ça lui donne des discussions possibles, ça lui donne même peut-être, ce qui est assez fou, l'occasion de sympathiser avec lui, de se dire ah ouais, mais en fait le pauvre, c'est vrai qu'il était humain avant, il a juste eu une mauvaise journée et c'est comme ça qu'il a sombré dans la folie. Au final, on peut tous avoir ça et ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre, un jour, de se dire vas-y, cette journée me casse les couilles, j'ai juste envie d'en finir et j'ai des très mauvaises pensées ou des choses comme ça. Je pense que ça nous est tous arrivé, bon, parfois pas forcément à ce degré-là et heureusement, mais je pense qu'on a tous eu au moins cette, euh, cette impression-là. Donc il y a un côté très positif, un héritage très positif par rapport au personnage du Joker, mais il y a un héritage également très négatif, ou en tout cas très lourd à porter que DC a par rapport au personnage de Barbara Gordon. Et encore une fois, je pense que cette décision qu'Alan Moore a pris de rendre Barbara Gordon infirme, euh, je peux comprendre aujourd'hui pourquoi il la regrette, puisque clairement en fait DC n'arrive pas à vivre avec cet héritage-là. C'est-à-dire qu'ils jonglent constamment avec ce personnage-là et on sent qu'ils savent pas du tout quoi en faire. Alors, à une époque, ça a été très bien, je trouve, fait avec l'idée d'en faire le personnage de Oracle. Je pense que ça lui donnait une importance vraiment renouvelée et salutaire et vraiment. Enfin, c'est clairement un des personnages aujourd'hui, peut-être de l'univers de Batman qui est peut-être plus connu que Batgirl, je dirais, Oracle. Elle a vraiment surpassé son ancienne identité, donc comme quoi ça, comment je pourrais dire ça, sa réincarnation d'une certaine façon a été salutaire parce que ça lui a permis de dépasser ce qu'elle était. Mais, mais on sent quand même que DC a une envie de rectifier un peu cette décision, de revenir dessus. Et ça s'est notamment vu lors du New 52 et Rebirth, et de l'événement Rebirth, où Barbara Gordon a retrouvé l'usage de ses jambes comme ça, parce que voilà, il fallait qu'elle redevienne Batgirl, alors qu'il n'y a pas forcément besoin qu'elle redevienne Batgirl. Je pense que le personnage de Barbara Gordon est
justement mieux quand elle est Barbara Gordon, quand elle est pas Batgirl. Contrairement à Batman qui est pas forcément bon quand il est Bruce Wayne, contrairement à Dick Grayson qui est pas forcément bon quand il est Dick Grayson et il est mieux quand il est Nightwing. Euh, Jason, Jason Todd, en vrai, Jason Todd, on peut en reparler. Euh, mais Barbara Gordon est, je pense, la meilleure quand elle est Barbara Gordon, quand elle est Oracle, pas quand elle est Batgirl. Et pourtant, DC a l'air de vouloir en fait un peu se rectifier, de revenir un peu sur cette mauvaise décision. Et c'est un héritage justement qu'ils n'arrivent pas à assumer, qu'ils n'arrivent pas à porter. Et c'est assez intéressant de voir que une mauvaise décision comme ça qui a été prise il y a 40 ans peut vraiment encore hanter une maison d'édition aussi quasiment centenaire, enfin bientôt centenaire, comme DC. C'est vraiment très intéressant. Et je vais finir par une petite, par un petit jeu de mots ou jeu d'histoire, je ne sais pas. Puisque paradoxalement, dans cette œuvre centrée sur Batman, le seul personnage qui n'a pas de conséquences à long terme sur cette histoire, sur The Killing Joke, sur ces one-shots, c'est Batman. Batman sort enfin, Batman sort d'un, comment je pourrais dire ça, reste tel qu'il est après cette one-shot. C'est-à-dire que, bon, hormis la dernière page, si on part du principe qu'il ne tue pas le Joker, on va dire ça comme ça, si on part du principe qu'il ne tue pas le Joker à la fin de l'intrigue, il reste exactement le même après après ce one shot, que ce soit au début ou à la fin, il reste exactement le même. D'ailleurs, ce qu'on dit pas mal sur le personnage de Batman qui est tellement habitué aux horreurs que même les pires horreurs qu'ont subi ses plus proches alliés euh, comme James Gordon et Barbara Gordon et par le passé Jason Todd aux mains du Joker, ça lui fait quasiment rien en fait, ça ne le perturbe quasiment plus tellement il a vu d'horreur. Donc ça peut en dire, ça peut en dire beaucoup sur le psyché de Batman et à quel point il est détruit en fait. Mais le fait que dans cette œuvre sur, centrée sur Batman, le seul personnage qui n'a pas de conséquences sur cette œuvre, c'est Batman. Et donc c'est peut-être ça au final la King Joke. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à dire ce que je dois améliorer, ce que je dois retravailler pour cette vidéo, puisque il va en avoir d'autres. Donc comme j'ai dit, j'ai déjà 10 œuvres qui sont en préparation. La prochaine sera pas centrée sur le personnage sur l'univers de Batman, sera centrée sur la Justice League, avec une œuvre sur la Justice League qui est, bon, je pense qu'on la connaît tous. En réalité, je pense que vous l'avez tous vu ou lu au moins une fois. Et voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Portez-vous bien et je vous retrouve quand vous le souhaitez pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Allez, à bientôt.